Bonjour à tous, bienvenue sur Only Giant Podcast numéro 126. Vous l'imaginez, c'est l'épisode qu'on a le plus envie de faire de toute la saison. Moi, c'est Plaque, je suis avec Thiergo qui vient de se réveiller. Comment vas-tu, Thiergo? Eh bien, écoute, j'ai un mug noir, comme la couleur de mon cœur en ce moment, après cette défaite terrifiante. Alors, ce qui est quand même assez terrible, c'est que je pense que c'est quoi, enfin, quand on était à 28-3, je me suis dit, en fait, ça me faisait plus rien. Je regardais sans regarder en me disant, de toute façon, qu'est-ce que tu veux espérer de ce match, quoi. Ah bah non, 28-3, là, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'était avant ça qu'on avait abandonné. Hein. Moi, j'ai pas attendu 28-3 pour abandonner. J'avais quand même espoir à 21-3 d'un sursaut de fierté en me disant, bon, certes, on va pas le gagner, mais on peut peut-être remonter à un petit 13 ou un 14-21, mais bon, non, jamais. Jamais. Et puis, Ouais. on a benché Daniel Jones, ils ont fait venir Kenny Pickett. Heureusement, ils ont sorti Saquon Barkley, parce que il allait nous faire 500 yards. Enfin bon, voilà quoi. C'est Le pire cauchemar de John Mara s'est réalisé. le pire cauchemar de beaucoup de fans de John Mara, et oui, parce qu'il l'a dit dans le Hard Knocks, mais de beaucoup de fans. Moi, c'est ce que j'avais dit. Alors, un peu mauvaise langue quand on discutait. On a une petite discussion WhatsApp avec Illy sur le blog et tout ça. Je dit, ça va être un enfer. Tout ce qu'on avait imaginé de pire va se passer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Giants n'ont pas joué. On a une attaque qui a été pire que d'habitude. On a mis 3 points. On a gagné 110 yards environ sur la rencontre en tout, hein, au total. C'est le plus faible total depuis 25 ans. Saquon Barkley revient chez nous, nous met la misère. Il a 3 ou 4 grosses courses. Il gagne 170 yards et il joue même pas le quatrième quart-temps, sinon il sera au-delà des 200 yards. C'est son plus gros match dans notre stade, hein, quand même. Et il le fait une fois qu'il est passé à l'ennemi. Sirianni qui jubile, ils nous mettent 28 points. On se prend la misère. Les joueurs abandonnent quasiment. On voit Dante Banks qui va même plus plaquer à la fin du match, qui se fait engueuler par le coach. Dabol qui a repris les appels de jeu, ça se passe pas mieux finalement que l'année dernière. Les supporters qui se barrent les limites à la mi-temps. Enfin, tout, c'était la merde partout. Il y a eu un quart-temps où, ok, on progressait pas en attaque, mais eux non plus. On a compris que ça allait être compliqué, qu'il y aurait eu beaucoup de sacs, etc. Premier quart-temps, et ensuite, terminé. Fin de saison pour les Giants. Merci, au revoir. Ouais, c'est terrible. Enfin, on s'est dit que sur ce podcast, on n'allait pas vous reparler du match parce que je pense que beaucoup des auditeurs en fait, n'ont aucune envie de se remémorer ce qui s'est passé. Il y a certains problèmes qu'on peut évoquer, comme le fait que, bien entendu, l'absence d'Andrew Thomas nous coûte beaucoup, mais ce n'est pas le seul problème. Hein. Tout n'est pas de la faute de la ligne offensive, parce que malgré tout, même si Ezeudu comme left tackle, ce n'est pas la solution, ça reste une ligne offensive plutôt correcte. Mais aucun play en fait, avec un long drop back ne pouvait se développer. La course, tu l'as dit dans le résumé du match, on a couru quand même en première mi-temps, mais puis après, plus rien. Alors non, l'inverse. On a couru 3 fois en première mi-temps. Les running backs ont touché le ballon 3 fois pour des courses en première mi-temps. 3 fois, en une mi-temps. Alors oui, on n'a pas eu de drive long, mais 3 fois, face à une défense qui était quand même une défense qui n'était pas non plus incroyable contre la course, donc il y avait quand même moyen de faire des choses potentiellement. On n'a pas couru, on a juste pas couru en fait. Et ça fait 2 fois de suite, hein, c'est sur 2 matchs. Cincinnati, c'était pareil. Ouais, non, et puis je pense que comme tu dis, en fait, on voit bien que le play calling de Brian Daboll, c'est pas tellement mieux que le play calling de Mike Kafka. Le fait qu'on soit toujours sans victoire à domicile, ce n'est pas que de la faute de Daniel Jones. Daniel Jones est énormément responsable de cette défaite parce qu'en fait, il n'y a aucune passe en profondeur qui est faisable. J'avais posté, et ça a été aussi retweeté par Nitti, le passing chart
de Daniel Jones depuis le début de saison, c'est que des passes en dessous de 10 yards, très très peu de passes au-dessus. Et tu compares ça en fait à des passing charts de joueurs moyens. Hein. Donc je suis en train de vous parler de Trevor Lawrence, Gardner Minshew, Matthew Stafford, que des QB qui vont Stafford, dire il est pas vont si- être à peu près dans le même. Oui, Stafford est plus fort, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai cherché des QB qui étaient à peu près de calibre équivalent à Daniel Jones. Andy Dalton aussi. Ce sont que des joueurs qui en fait tentent des passes longues et qui les complètent. Et en fait, nous, on a cru en Jones très longtemps et force est de constater que maintenant, c'est plus qu'un capitaine check-down et qu'il est incapable de faire des passes longues. Et Brian Daboll l'a dit encore une fois, 2e semaine de suite, on est incapable de faire des plays explosifs. Daniel Jones a des joueurs autour de lui qui sont capables de le faire. Malik Nabers était démarqué. Parfois. Et puis voilà. Alors moi, première question que je vais te poser, parce que j'ai quand même une question sur un point. Voilà, alors on est au plus bas. Moi, j'ai l'impression, je suis les Giants depuis 2000. J'ai commencé à regarder les Giants en 2000, donc 24 ans, 25 ans quasiment. Pour moi, c'est le pire match. On s'est pris un 40-0 contre les Cowboys l'année dernière, mais là, tout est rassemblé, le retour de Barkley, tout ça. Pour moi, c'est le plus bas que je vois dans cette franchise depuis longtemps. Ce qui est très bizarre, et c'est ça ma question. On passe d'une équipe quand même où on gagnait pas sur les matchs derniers, mais on se disait, on a une équipe compétente contre les Browns qui avait une bonne défense chez eux. On fait des bons drives, des drives longs contre les Commanders. On fait des drives longs, on perd le match, mais parce qu'on avait un problème de kicker. Mais sinon, en attaque, ça avançait bien, etc. Les complémentarités entre l'attaque, la défense, etc. Enfin, oui, on gagnait pas les matchs, mais c'était une équipe cohérente et on était une équipe de foot, une vraie équipe de foot, quoi. Là, en 2 semaines, alors c'était moyen avec une défense qui a quand même tenu le match, qui a tenu les Bengals à 10 points pendant longtemps, on ne va pas revenir dessus, qui finissent par prendre 17 points, mais pendant quasiment tout le match, on les a tenus à 10 points. Là, comment on passe d'une équipe qui est compétente à une équipe qui a l'air aux abois et complètement absente à domicile pour les 100 ans de la franchise, où les joueurs, ils abandonnent quasiment. Comment tu expliques cette chute vertigineuse là en 2 matchs où il n'y a plus rien, quoi. Cette attaque qui arrivait à progresser, en fait, il n'y a plus rien. Je pense qu'il y a un manque de confiance qui est criant. Cette attaque ne croit plus en Daniel Jones. Et pourtant, on a longtemps entendu de la part des joueurs, Daniel Jones est un bosseur, Daniel Jones est un compétiteur. Et c'est des choses aussi que nous, auxquelles on croyait pendant 6 ans. En tant que fan, on s'est dit que Daniel Jones pouvait faire mieux. Il nous a montré des belles choses. Mais là, aujourd'hui, tu sens qu'il n'y a plus d'énergie. Tu vois, la réaction de Malik Nabers quand on lui dit vous pensez que les Eagles ont fait quelque chose de différent avec vous en deuxième mi-temps, il dit mais allez regarder le film, je t'ai ouvert, je t'ai démarqué. Et lui, ça fait que 6-7 semaines qu'il joue avec Daniel Jones. Donc c'est la première fois de sa carrière qu'il a un QB qui est pas bon. Et puis le coach aussi, il n'y croit plus. Il continue à défendre son quarterback. À mon avis, il n'y aura pas de changement la semaine prochaine. Il l'a dit. Il a dit que ça resterait Jones. Voilà. Mais combien de temps cette situation va être tenable? Alors, on a vu, il a fait rentrer pas Michael K, pardon. Il a fait rentrer Drew Lock, qui était horrible. Je pense que si Drew Lock avait montré un semblant de compétence, on serait peut-être en train de parler de remplacer Jones dès maintenant. Sauf qu'en fait, là, d'abord, mais pas évident de faire rentrer. Ouais. Tu le mets pas dans une bonne position. Tu le faire rentrer un quatrième quart-temps. Ouais, mais en fait, on a vu des QB remplaçants un peu mieux préparés que ça quand même. Ouais, après, moi, Drew Lock, toujours ce qui peut m'intéresser chez lui, c'est son jeu long. C'est justement l'inverse de Daniel Jones. Il va être pas régulier, il va pas, voilà, mais il va te faire des jeux longs. Il a un bras, il a pas le même lancer. Là, la balle, j'ai toujours trouvé que la balle, quand elle sortait du bras de Daniel Jones, elle avait une trajectoire bizarre où d'abord elle piquait avant de se relever et repartir. Il y a toujours eu un truc un peu bizarre dans son lancer. Il n'a pas un lancer naturel, il n'a pas un beau lancer comme certains QB, les fameux gunslingers qu'on appelle, où les mecs qui t'envoient des balles limite sur le côté comme ça et la balle elle part à ouais.
Enfin, voilà. Bon, ça, Drew Lock, il le fait, il s'est lancé des passes longues, et d'ailleurs, on l'a vu sur la passe qu'il fait côté. Il l'envoie à qui déjà sur la passe qui n'est pas captée, puisqu'il complète pour 6 yards au final. Bref, bon, il s'est lancé des ballons, on l'a vu sur une de ses passes, même si elle n'a pas été complétée. C'est le seul truc qui me permettrait de me dire, voilà, si on a envie de faire du jeu long, c'est peut-être intéressant de compter un peu plus sur Drew Lock, quoi. Mais à part ça, c'est-à-dire qu'en fait, là, pour le moment, les first team reps sont donnés à Daniel Jones aux entraînements, donc c'est sûr que celui qui se prépare pour les matchs de Daniel Jones, c'est pas Drew Lock. Peut-être qu'à partir du moment où, en fait, on dit, bon, Drew Lock, le week-end prochain, c'est toi qui joues, et il se prépare à être titulaire, on peut espérer quelque chose d'un peu mieux. Mais bon, quand je vois ce qu'il nous a montré en pré-saison, je vois ce qu'il nous a montré sur le match d'hier, certes, dans le 4e quart-temps, ça ne me rassure pas beaucoup que ce sera une upgrade par rapport à Daniel Jones, et je pense que c'est la situation dans laquelle se sent Brian Daboll. Et pour revenir à ta question de départ, il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus du tout de confiance. En attaque, on est incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est pas Malik Nabers qui va changer ça, parce que Malik Nabers, il peut être ouvert, mais si personne ne lui envoie le ballon, il ne sert à rien. C'est pas de sa faute, ça. Ça, pour le coup, c'est vraiment pas de sa faute. Donc, Non, c'est pas de sa faute. Et du coup, de toute façon, là, la saison, elle est finie. Donc, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on risque à faire jouer un autre QB? Est-ce que c'est Daboll qui a peur pour sa peau? Est-ce qu'il peut pas se mettre d'accord avec Joe Shane? Allez, on tente un truc, on fait jouer d'autres QB, on s'en fout, il faut tenter autre chose. De toute façon, là, l'attaque, elle est complètement stagnante. On arrivait à avoir des progressions et des vrais drives, et on bloquait un peu en red zone, mais là, ça fait 2 matchs où il n'y a rien du tout. En 2 matchs, on marque 10 points. On a marqué 7 points et 3 points. C'est catastrophique. On a la 31e attaque de la ligue. Il n'y a que les Dolphins qui sont pires que nous. Et à domicile, on a marqué la moyenne, c'est 7,3 points, je crois, marqué à domicile. Enfin, c'est catastrophique, c'est cataclysmique cette attaque à domicile, c'est du grand n'importe quoi. Pour moi, il n'y a rien à perdre, à changer. Peut-être que ce sera plus nul, mais de toute façon, on s'en fout. Qu'est-ce que ça change, franchement? Disons que là, si tu regardes la suite du programme, bon, on va affronter les Pittsburgh Steelers qui, sous Russell Wilson, viennent de foutre 37 points. Ensuite, il y a les Commanders qui maintenant sont chauds, parce que il faut savoir que les Commanders de 2e semaine et les Commanders d'aujourd'hui ne sont plus tous les mêmes. En 2e semaine, ils galéraient, ils ne savaient pas faire des drives, c'était nul en attaque. Maintenant, c'est l'une des meilleures équipes offensives. Ouais. Contre nous, ils n'avaient pas punté une seule fois. Ils n'avaient juste pas réussi à marquer, mais ils avaient drivé tout le match. On avait juste réussi à les arrêter en red zone. Oui, mais n'empêche que à l'époque, c'était pas une bonne attaque, dans le sens où elle n'était pas capable de. Enfin, je veux dire, faire des longs drives. Ils avaient marqué que 20 points. Ouais, ils avaient pas réussi à. Ils nous avaient battus juste parce qu'on n'avait pas de kicker, mais on aurait dû gagner ce match, je suis d'accord avec toi. Et depuis, ils mettent 40 points à tout le monde. Ah oui, parce que ils ont d'excellentes armes offensives, avec un Jayden Daniels qui s'adapte très bien à la NFL. Donc, les deux prochaines semaines, c'est défaite à coup sûr. Après, il y a les Panthers à Munich. J'ai un peu de la peine pour ceux qui ont pu se prendre des matchs, enfin des billets, parce qu'en fait, en début de saison, on se disait non, mais les Panthers, c'est victoire assurée. Là, maintenant, c'est pas évident. Eux, ils ont Andy Dalton qui est capable de faire des passes longues. On va peut-être se prendre une pilule par les Panthers. Et on a la bye. Alors, est-ce qu'on va vraiment... Attends. Si on se prend une pilule par les Panthers... Attends, juste arrête-toi une seconde. Si on se prend une pilule... Attends, juste qu'on se comprenne. Pilule, tu veux dire, ils nous mettent une branlée, c'est ça que tu veux dire par pilule? Non, alors, je dis plus pilule dans le sens on se prend une défaite. Mais ce que je veux dire, c'est que... non, je pense que défensivement, on a les armes qu'il faut pour les tenir à un minimum de points. Mais je veux dire, si ça se joue en une bataille de kicker, on sait très bien que nous, notre QB n'est pas capable de faire avancer l'attaque, donc il n'est pas capable de mettre le kicker à portée de poteau. Tandis que eux, ils ont peut-être un peu plus de possibilités de ce côté-là. Ce que je veux dire, c'est qu'au lendemain de ce 28-3, on n'est même pas confiant qu'on est capable de battre les Carolina Panthers. Ça, c'est vrai. Mais par contre, si on se prend, pour le coup, je reviens sur le terme, moi, le pilule, je le comprends comme on se prend une branlée. Si on se prend une branlée contre les Panthers,
je pense que Daboll, le lendemain, il est plus head coach. Ah bah, il rentre en là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Et c'est ça ce qui est dommage, c'est que Daboll est un bon coach et on a vraiment. Alors tu vois, c'est difficile de continuer à dire que c'est un bon coach quand tu vois les résultats parce que là, on se rapproche de la situation de Joe Judge où en fait Joe Judge, on se disait ouais, mais bon, c'est quand même mon coach et tout, et puis bah c'est allé de mal en pis. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, il y a plus grand. Au bout d'un moment, il va être dans une situation où il va se dire de toute façon, il n'y a plus grand chose à perdre. Autant que j'essaye un Drew Lock, voire un Tommy DeVito. Mais Daniel Jones, mon QB à 40 millions, il va me faire que des passes de 5 yards que tout le monde trouve prévisibles. Donc j'ai tout le monde dans la box, je peux rien faire avec ça, quoi. Oui, je pense qu'il peut pas ouvrir le playbook comme il voudrait et il n'est pas honnête quand il dit que. Enfin, je pense qu'il dit pas vraiment ce qu'il pense, Daboll, à mon avis. On sait pas ce qui se passe derrière la caméra et tout ça, mais à mon avis, il est pas honnête et il sait bien qu'il est limité par ce quarterback et qui fait Jaden Daniels pendant l'intersaison, on l'a vu sur le Hard Knocks, et il aurait voulu un autre QB, ça s'est pas passé comme ça, donc bon. Ouais. Pour moi, il a rien à. Enfin, si juste le truc, c'est il veut sauver sa peau et qu'il se dit bon, il faut quand même qu'on gagne quelques matchs. Peut-être que Daniel Jones va réussir à lui offrir quelques matchs d'ici la fin de la saison et sauver sa peau. Maintenant, s'il se met d'accord et qu'il dise bon, de toute façon, tu seras toujours coach l'année prochaine. Vas-y, on s'en bat les couilles. Fais ce que tu veux, fais rentrer le QB que tu veux. Tente des trucs. De toute façon, là, vu ce qu'on fait, on n'y arrive pas. Ou alors vraiment les deux autres QB sont vraiment nuls à chier, quoi. Et il en est vraiment à ça où il dit non mais même les deux autres sont vraiment pourris. Là où Tyrod Taylor l'an dernier, quand même, c'était extrêmement correct et il nous a permis de battre les Eagles de manière très très large sur le dernier match. Et je rappelle quand même que DeVito, on peut dire ce qu'on veut, mais on fait 3 victoires avec lui l'an dernier. Donc bon. Ouais, mais pas, justement, c'est là où tu dis qu'il y a peut-être eu une grosse erreur de la part de Joe Shane, qui n'est pas allé chercher un véritable QB remplaçant à Daniel Jones, où il s'est dit ouais, peut-être qu'on va récupérer un QB à la draft, donc ça sert à rien de mettre trop d'argent dans ce. Parce que on sait très bien que Tyrod Taylor, même si c'était pas un problème d'argent, Tyrod Taylor, on aurait pu lui offrir plus d'argent. Mais Tyrod Taylor s'était fait bencher pour Tommy DeVito, savait que derrière Daniel Jones, il n'aurait aucune chance d'être sur le terrain, donc il s'est cassé. Mais il était blessé aussi, hein. Il n'était pas benché, il était blessé. Hein. Quand DeVito est rentré, c'est parce que Tyrod Taylor il était blessé. Son gros problème à Tyrod Taylor, c'est qu'il était tout le temps blessé. C'est pas ce que je dis, c'est que oui, Tyrod Taylor, Tommy DeVito est rentré sur le terrain parce que Taylor s'est blessé, mais quand Taylor était en forme, qu'ont fait les coachs, ils ont dit bah non, on garde DeVito. Et lui, il était mais putain, les mecs, c'est dans ce sens-là où il s'est fait bencher. Et donc en fait, je pense qu'il l'avait un peu mauvaise. En fait, non, je reprends pas le risque, je préfère aller dans une autre équipe. Et en fait, il y a eu une erreur. Mais rappelle-toi, Tyrod Taylor, le bras qu'il avait, les passes longues qu'il nous faisait. C'est Daniel Jones, on l'a déjà dit, hein, Daniel Jones, il fait pas ça, il peut pas faire ça, il a jamais su faire ça, il fera jamais ça. Et ça, c'est ce qu'il faut à Brian Daboll. Il lui faut un joueur qui est capable d'envoyer des passes à 50, 60 yards. Ça, on n'a pas. Daniel Jones ne sait pas faire, il prend même pas le risque de le faire, et quand il le fait, c'est de la merde. Donc oui, c'est pas ce genre de quarterback là. Ouais. Daboll, ce qu'il doit montrer en attaque, c'est qu'il est capable d'avoir une attaque à peu près fonctionnelle sans Daniel Jones. Parce que si l'idée, c'est de recruter la saison prochaine un QB rookie, bah, au moins, il peut montrer à Joe Shane et à John Mara, il dit, bah, vous voyez, si je mets un Drew Lock, je suis capable d'avoir une attaque qui marque quelques points et voir qui gagne des matchs. On voit du progrès. Ou si je mets un Tommy DeVito, ça peut bien se passer aussi. Donc, le problème, c'est exclusivement Daniel Jones. Bon, même si on en est tous convaincus, nous, aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que ça, pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui lui permettra de sauver sa peau, de montrer du progrès offensif avec un autre QB. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, si on fait venir un QB rookie, il sera dans de bien meilleures conditions que si on avait fait venir un QB rookie en 2022, 2023, parce qu'on a une véritable ligne offensive, parce qu'on a des receveurs et un semblant de jeu de course. On a juste besoin de quelqu'un, comme tu dis, qui est capable d'appuyer de tirer sur la gâchette et d'envoyer des passes méga longues à Jalin Hayat et Malik Nabers, quoi.
Ouais, les fameux chunk plays, les explosive plays dont tu as besoin dans une attaque et quand il était chez les Bills, ils ont toujours fait ça. Il y avait toujours des gros gains parce que son QB lui permettait de lancer des passes longues et il avait le bras pour ça et il continue de le faire d'ailleurs, hein. Il est toujours aussi impressionnant donc bon voilà et ça il a pas et clairement c'est pas le genre de QB que de toute façon encore une fois on le rappelle, hein, ils l'ont pas drafté ce QB, ils ont choisi de le signer parce qu'il a fait une bonne saison en 2022. En fait cette saison 2022, j'ai l'impression qu'elle nous plombe, tout en fait. On n'aurait pas dû faire une bonne saison comme ça dès le début parce que du coup ça nous a fait re-signer ce QB là. S'il n'avait pas fait une saison plus que correcte, Daniel Jones, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui quoi. Mais bon. C'était un cadeau empoisonné. Mais tu sais, en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Exactement ça, un cadeau empoisonné. T'as raison, c'est bien dit. J'ai beaucoup réfléchi à quel moment on peut dire que les Giants sont vraiment partis en couille ces dernières années. Est-ce que c'est re-signer Daniel Jones? Est-ce que c'est faire venir Dave Gettleman? Et tu sais, plus tu remontes le fil, et plus je me dis, en fait, l'erreur, c'est peut-être de pousser Tom Coughlin à la retraite, à démissionner. Parce que pour juste vous rappeler, on avait Ben McAdoo qui avait une attaque qui était très bonne sous Tom Coughlin, et on avait Perry Fewell qui avait une défense qui était au ras des pâquerettes. Et ce qu'on a beaucoup reproché à Tom Coughlin à l'époque, c'était de trop s'accrocher à ses coordinateurs et de ne pas s'en débarrasser assez rapidement quand ils n'étaient pas bons. Et là, c'était la saison nulle de trop et on l'a fait sortir. Alors que maintenant, aujourd'hui, tu pourras dire, non, en fait, on aura mieux fait de pousser Coughlin à virer Fewell et prendre un nouveau coordinateur. Il fallait améliorer la ligne offensive pour permettre à Eli Manning en fait, d'être dans des conditions de développer une attaque. Je veux dire, tu peux même remonter au jour où Plaxico Burress a décidé d'aller en club avec un flingue et s'est tiré une balle dans la jambe. Mais t'as raison, ça a changé la franchise, ça, c'est vrai. T'as presque raison parce que cette saison-là, on la dominait, on était en train d'éclater tout le monde, on était en route pour un deuxième Super Bowl consécutif. Ce connard, il décide de se tirer une balle. Quel con, putain, et moi je prends son pseudo en plus. Il décide de se mettre une balle dans le pied en amenant un gun en soirée, là, je sais pas, en boîte de nuit. En boîte de nuit, ouais. Et la saison, elle est partie en cacahuète à partir de là. Ça c'est mal terminé, etc., etc. Et ensuite, oui, et depuis ce moment-là, on n'a jamais été aussi dominant que ce qu'on avait été, alors qu'on était en passe de devenir assez incroyable. Ouais, c'est vrai. Si tu remontes la bobine, on arrive à ce moment-là. Ouais. Depuis, en tout cas, on n'a jamais été capable de revenir au niveau que ce qu'on avait été. On a quand même eu un Super Bowl, mais on n'a jamais été ultra dominant. Donc, ouais. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment cette dégringolade sur 2 matchs, et cette attaque qui était compétente et qui savait driver et qui, d'un coup, incroyable, quoi. Je comprends pas, quoi. Enfin, comment on arrive là? Je sais pas. Est-ce que c'est juste du mauvais coaching sur 2 matchs? Est-ce que c'est pire que ça? Je sais pas. C'est très bizarre. Il faut vraiment qu'il arrive à redresser la barre. Je voudrais pas non plus que le navire coule complètement, quoi. Tu vois, qu'il y a un problème de QB, c'est une chose. Que l'équipe s'effondre absolument totalement, ça, ce serait catastrophique. Il est encore trop tôt pour que ce soit le cas. Mais un mec comme Deontay Banks, putain, qui va pas mettre les plaquages, ça me gave. Et ça fait plusieurs fois qu'il fait ça. Il était revenu bien contre les Seahawks et derrière, la semaine dernière, pas ouf. Cette semaine, pas ouf du tout. Et voilà, bon, ils ont encaissé quasiment pas de yards. Il met à peine 100 yards à la passe, hein, Jalen Hurts, mais ils n'ont pas eu besoin, en fait, parce qu'ils avaient Saquon Barkley qui leur mettait des courses de 40 yards. Donc, pourquoi tu te ferais chier dans ces dépasses quand tu arrives à faire ça? Mais je pense que Deontay Banks, ce sera toujours un problème. Qu'on gagne ou qu'on perde, il y aura des matchs où il va se dire j'ai pas envie de me la fouler. Putain. Mais t'as raison. Mais ça, c'est un truc de corner, ça. C'est quoi ces branlos de corner? Pourquoi ils sont tous comme ça, quoi? Je sais pas, il y a un problème avec les corners. Ils sont imbus de leur personne. C'est un truc de malade. Voilà, il y a des joueurs qui se donnent pas à fond sur tous les matchs et c'est vraiment dommage parce que surtout quand tu dis putain, ce mec, c'est quand même un premier tour. Mais ça me fait penser justement, hier, j'ai demandé sur le Discord de notre communauté s'il y avait des questions. Il y a eu une question de Dili qui disait comment est-ce qu'on peut garder l'effectif motivé et impliqué pour jusqu'à l'année prochaine et pas dégoûter nos stars. Et c'est exactement ce que tu dis. On n'a peut-être pas encore perdu le vestiaire, mais tu sens qu'il y a de la frustration chez tout le monde et qu'il y en a qui se disent de toute façon, je vais pas
je vais pas me risquer de me blesser alors que de toute façon, c'est foutu. Mais ça, c'est au coaching staff de prendre les bonnes décisions pour remotiver cet effectif et faire en sorte que on ait un peu plus que 2 victoires. Alors après, il y en a qui pensent, moi, j'aime pas tanker, j'aime pas cette idée de tanker, mais il y a peut-être bon, de toute façon, ça sert à rien d'avoir plus de victoires, on va avoir le first pick et on prendra un quarterback la draft prochaine. Moi, j'aime pas penser à la draft prochaine avant avril, mais est-ce qu'on est même sûr qu'il y aura des QB qui sont potables pour la draft prochaine? Je sais pas. Il y a forcément des QB potables. Maintenant, est-ce qu'il y aura des QB, les fameux QB générationnels ou ça, c'est voilà. Après, tu regardes, Trevor Lawrence, c'était censé être un génial QB. Bon, il est OK, mais il n'est pas non plus incroyable. J'allais dire Caleb Williams, il a l'air de bien progresser quand même. Donc voilà, on ne sait jamais. Le truc, c'est que voilà, c'est pas parce qu'un QB a l'air absolument incroyable que derrière, il fera une superbe carrière. Il y a eu tellement de first pick qui se sont complètement écroulés ou d'autres qui ont été trop vite. Je pense notamment à Baker Mayfield où il n'était pas dans le bon environnement. Et puis là, on voit que Baker Mayfield, finalement, une fois qu'il arrive chez les Buccaneers, ça se passe bien. Donc bon, tout est possible. Et puis tu as des quarterbacks qui parfois sont pas pris dans les premiers, puis qui finalement se retrouvent à être les meilleurs. Donc peut-être que Daboll, là, je suis persuadé que de toute façon les scouts commencent déjà à analyser et que Daboll doit commencer à avoir un avis sur les quarterbacks à venir. Peut-être qu'il se dit, lui, il est très bon et j'aimerais avoir ce quarterback dans mon équipe. Et pourtant, c'est pas ceux qui sont à l'affiche. Voilà. Mais en tout cas, c'est clair qu'il n'y a pas un QB qui domine cette année en NCAA. T'en as qui vont être bons, tu as des quarterbacks qui vont être bons et puis qui derrière, je pense à Milroe notamment, le mec d'Alabama, qui derrière s'écoule un petit peu. Il y en a qui parlaient de Carson Beck, là, le mec de Georgia, là sur le dernier match, il fait 3 interceptions, bon, il gagne quand même, mais voilà. Enfin, il n'y a pas un Jaden Daniels qui fait 50 passes de TD pour 5 interceptions. J'ai pas l'impression qu'il y ait ça cette année, ou alors je l'ai pas vu, ou peut-être dans les petites facs, mais du peu que je regarde, c'est pas ce qu'il en ressort. Donc voilà, mais pourtant, ça ne veut pas dire que tu n'as pas un QB qui serait pas bon et que Daboll n'ait pas envie de récupérer. Bon, je t'avoue que moi, je commence déjà à regarder un petit peu. Pour moi, la saison, elle est quasiment finie là, à l'heure qu'il est. Je vois plus quoi espérer de toute façon. Pour moi, ce qu'il faut, c'est juste faire en sorte que l'équipe ne s'écroule pas. Ce serait limite le seul but, retrouver une attaque compétente et ne pas perdre le vestiaire pour espérer envisager une saison prochaine qui soit correcte. Ouais. Et moi, je ne sais pas quoi souhaiter de mieux. Alors moi, ce que je peux conseiller aux fans des Giants, moi, c'est un peu mon coping mécanisme, ma manière de supporter cette saison, c'est que on va pas espérer des playoffs pour les Giants, ça c'est mort. On peut en effet espérer un peu une amélioration au cours de la saison. Mais là, moi, après cette rencontre, je me suis dit, bon, maintenant, je vais supporter les Commanders. Je préférais que ce soit eux qui remportent la division. Oui, c'est clair. Tout sauf les Eagles et les Cowboys. Et puis surtout, ils sont sympas à regarder, les Commanders, avec Jaden Daniels et McLaurin. Donc, ils ont une belle attaque, quoi. Ils ont une belle attaque. Et je te rassure, comme c'est parti, c'est eux qui vont la remporter, la NFC Est. Vu comme c'est parti là, je pense qu'ils sont favoris à l'heure qu'il est. Mais moi, tu vois, ça me fait beaucoup moins chier de voir les Commanders l'emporter que les Eagles. Et d'ailleurs, à ce titre, pour ceux qui trouvent que cette défaite face à un Saquon Barkley sous le maillot des Eagles est beaucoup plus difficile à accepter, j'ai fait une petite recherche en mode on va remotiver les fans des Giants, parce que si vous écoutez le podcast des Eagles, ils ont comme d'habitude, c'est ouais, de toute façon, les Giants, on les éclate tout le temps, c'est notre paillasson, blablabla. Bla, bla, bla. Et tu regardes sur les 15-20 dernières années, en effet, les Eagles tiennent le bon bout de cette rivalité. Indéniable. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Mais en fait, ils dominent surtout depuis qu'Eli Manning n'est plus chez nous. Avant, c'était plutôt jeu égal. Et puis, en fait, tu remontes dans les années 90, c'était plutôt jeu égal aussi. Mais cette rivalité, ça a été toujours une rivalité qui a été menée par les Giants. Et puis, même si tu oublies le bilan victoire-défaite de cette rivalité, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Eagles, dans l'histoire de la NFL, ça reste quand même une équipe de seconde zone. Qu'est-ce qu'ils ont apporté
Ils ont un créateur qui a eu le mérite, et ça, il faut le reconnaître, d'apporter de l'équité dans cette ligue avec le partage de revenus, la draft, etc. Mais sinon, je veux dire, par rapport aux Giants, nous, on a 8 championnats, enfin, on a 4 championnats de NFL, 4 Super Bowl. On a été 5 fois au Super Bowl, on l'a remporté 4 fois. Eux, ils ont été 4 fois au Super Bowl, ils l'ont remporté une fois, très très récemment. Ils n'ont que 3 championnats de NFL. En termes de Hall of Famer, je pense qu'on est aussi bien mieux lotis qu'eux, alors que eux, ils ont Reggie White qui n'a pas fait toute sa carrière chez les Eagles, et puis ils ont Brian Dawkins. Le reste, ils ont des Hall of Famer, mais ils sont pas vraiment connus de la NFL, quoi. Donc, on n'a pas à rougir face aux Eagles. Certes, en ce moment, c'est difficile, mais ce que je veux dire aux fans des Giants, et pour terminer cette très longue tirade, c'est ne désespérez pas parce que on a une histoire de laquelle on peut être fier. On est dans une mauvaise passe et c'est juste un mauvais cycle qui, certes, est un peu long, mais qui va se terminer. Ouais, c'est clair. On dira ça dans 20 ans. Bon, c'est juste un mauvais cycle, les gars. Bon, il dure 30 ans, ce cycle. Mais c'est un cycle. Mais on sera encore là dans 20 ans. Et c'est justement ça. On est une constante. Même si on se prend 28-3, ce podcast continue. Est-ce qu'on peut essayer de prévoir où est-ce que tu habiteras dans 20 ans, Thiago? Est-ce que tu seras encore en Australie? Écoute, je pourrais me retrouver dans les Amériques. Ça pourrait être sympa, les Amériques. Ou alors au fin fond de l'Afrique, qui sait. Kuala Lumpur. Je suis passé une fois par Kuala Lumpur. J'ai trouvé ça très sympa comme ville aussi. Ouais. Ok, les pronos sont lancés. Où sera Thiergo dans 20 ans quand on fera la saison 2044 des Giants? Bon, voilà, moi je n'ai pas parlé plus que ça de cette catastrophe absolue, ce match qui n'a aucun intérêt. Effectivement, c'était plus centré finalement ce podcast sur qui nous attend à venir, qu'est-ce qui peut arriver. Pour l'instant, on sait que si on regarde à match plus 1, c'est Daniel Jones qui sera QB. Rien ne dit qu'il sera QB à la mi-temps du prochain match. Là, il n'y a rien de moins sûr. Donc, dans 2 matchs, on n'en sait rien non plus. Voilà. C'est quand la trade deadline? Bon, je ne crois pas qu'on va aller chercher un QB. De toute façon, c'est pas comme si on espérait quelque chose et qu'il nous manque. Enfin, voilà. Bon, ça aurait été bien. Ça aurait pu être intéressant. Tu sais, moi, je suis pas contre l'idée, par exemple, tu vois, d'aller chercher un QB qui a 30-35 ans. Alors là, je parle de ça, je ne sais même pas à qui je pense en particulier, mais pas forcément aller chercher un QB rookie. Tu vois, un QB de 30 ans ou de 28 ans ou de 30 ans qu'on estime pouvoir être un franchise QB et qui ne l'est pas dans son équipe actuelle. Voilà. Est-ce que ce QB existe? Je n'en sais rien, mais aller le chercher. Ça. Ou alors un QB qui est bon mais qui est dans une équipe, j'allais dire qu'il est dans une équipe mauvaise et qui a envie de se retrouver dans une équipe. Bah non, en fait, il va retomber dans une équipe mauvaise. C'est comme Davante Adams qui part des Raiders pour aller chez les Jets. J'ai vu une stat trop marrante. Le mec, il est chez les Raiders, il demande à être tradé, il vient de perdre contre les Steelers. Il va chez les Jets, il perd contre les Steelers. Alors, la trade deadline, elle est le 5 novembre. Et il y a eu, en fait, cette semaine, alors, je ne sais pas si c'est des rumeurs ou c'est juste des lubies de la communauté Twitter des fans des Giants, mais beaucoup de gens disaient « Ah, il faudrait peut-être que les Giants récupèrent Matthew Stafford. » Ah, mais alors ça, mec, je peux te dire d'où c'est né. C'est né d'un podcasteur qui s'appelle Nathan, je crois que c'est ça son nom, qui a fait un montage où il a mis Matthew Stafford avec un équipement des Giants et ça part de là. Et derrière, les mecs l'ont retweeté, des mecs disent ah super bonne idée. Ah puis t'as des espèces de faux comptes officiels, tu sais, des MLB football ou des comptes qui ont beaucoup d'abonnés mais qui disent que de la merde tout le temps, qui disent les fans des Giants essayent de pousser pour machin. Et puis ça remonte jusqu'à des vrais podcasteurs ou des vraies émissions qui disent les fans des Giants. Alors que le mec, il a juste fait un montage à la base, quoi. Donc c'est venu de nulle part. Il y a aucun fondement sur ça. Non, bon, il y a aucun fondement, mais de toute façon, la trade deadline, vu l'état de l'équipe, on n'est pas une équipe qui va acheter, qui va récupérer les joueurs. On va peut-être se débarrasser de joueurs pour avoir un peu plus de draft. Pas Dexter Lawrence. Faut arrêter aussi les Vikings qui pensaient qu'ils allaient récupérer Dexter Lawrence et un second tour pour JJ McCarthy. Mais ça sort d'où ça? Pour un mec blessé qui n'a même pas joué un snap de NFL, pourquoi on irait échanger? Mais j'avais tweeté ça il y a une semaine ou deux, où en fait c'est un gros podcast des Vikings où ils ont une question d'un fan
qui dit est-ce que vous seriez partant pour récupérer Dexter Lawrence dans un trade? Il commence à dire ouais, faut voir pourquoi, mais alors est-ce que ce serait Dexter Lawrence contre JJ McCarthy? Alors il faut non, on donne pas JJ McCarthy pour Dexter Lawrence. À la limite, peut-être s'il rajoute un second tour, et t'as envie de dire mais les Giants ne voulaient même pas de JJ McCarthy à la draft. À quel moment tu te dis que on va donner un Hall of Famer pour ton QB blessé? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils sont débiles ou quoi? Est-ce que, Thiago, j'ai une question à te poser. Est-ce que ça te dit qu'on échange Daniel Jones contre Patrick Mahomes plus un premier tour de draft? Ah ouais. Ouais, c'est une bonne idée ça, non? Allez, on va lancer une rumeur, tiens. Non, mais tout ça pour dire que ce serait intéressant en effet de voir qui dans notre effectif pourrait être tradé. Ça nous permet de faire un lien à l'article qui avait été posté sur le blog il y a pas longtemps par rapport à Darius Slayton ou Ojulari qui pourrait être tradé. Et je pense qu'Ojulari, à mon avis, pourrait être un bon candidat parce qu'il a fait des bons matchs. Ouais, il est bon, il n'est pas si mauvais. Hein. Mais à mon avis, on va en effet envoyer un ou deux joueurs ailleurs pour récupérer des tours de draft pour l'année prochaine. Si on fait ça, il faut le faire avec des joueurs qui sont trop chers par rapport à leur rendement, en fait. Des joueurs. Et ce qu'il faut, c'est que les joueurs soient trop chers par rapport à ce qu'ils apportent et qu'ils soient suffisamment bons pour qu'une équipe qui joue le titre et qui a un manque à ce poste-là soit intéressée pour le récupérer. Tu vas pas vendre un joueur qui est bon et pas très cher ou qui est sous contrat rookie. T'as pas d'intérêt. Tu vas pas non plus prendre un joueur qui est dans tes piliers de ton équipe, type un Dexter Lawrence ou Andrew Thomas. Tu peux pas faire ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt. Sinon, tu recommences un cycle et tu reconstruis de zéro. Ça sert à rien. Enfin, l'équipe, elle commence à avoir un corps de joueurs solides. Tu vas pas recommencer à zéro. C'est comme Okereke, tu veux pas t'en débarrasser. McFadden, qui est un joueur qui est encore sous contrat rookie, qui est un excellent choix du 4e tour, tu veux pas non plus t'en débarrasser. Ce genre de joueurs, tu veux absolument les garder. Donc, je vois pas trop, effectivement. Mais cet article, il était très bien senti. Il avait été très bien écrit. Mais tu vois, Evan Neal, pour moi, ça pourrait être... si on va pas mettre Evan Neal dans notre starting line-up en l'absence de Thomas, autant le trader ailleurs, même si c'est pour récupérer un 5e tour de draft, quoi. Mais... Ah bah si on a fait une croix dessus, parce que là j'ai l'impression... Après on sait pas ce qu'ils vont nous sortir comme online, parce que rappelons quand même que Ezeudu, même si a priori après les 2 premiers drives, il a quand même réussi à tenir à peu près son rang, moyennement en tout cas, il se prend 2 sacs en 2 drives, c'est terrible. Enfin, je veux dire, je suis pas sûr que ce soit la réponse. Ezeudu en tackle gauche, et tous les podcasteurs qui l'avaient vu, qui avaient été voir les training camps, ils avaient dit c'est une catastrophe Ezeudu en tackle gauche. Il faut surtout pas faire ça, et c'est le premier truc qu'on a fait et ça s'est très mal passé, donc bon. Bah, c'est Elvio Menor ou Neal en LT pour le prochain match, mais il faut en effet qu'il y ait du changement de ce côté-là aussi. Ouais. Bon, c'est bien, on s'était dit qu'on faisait 20 minutes parce qu'on n'avait pas envie de parler et on en est à 40. Non, mais il y a toujours des trucs à raconter. C'est vrai que quand tu te projettes sur l'avenir et qu'est-ce que tu vas faire maintenant qu'on est vraiment dans la merde, bon, c'est... Ouais. Écoute, je ne sais pas, je sais que dire de plus. On va s'arrêter là, hein. De toute façon, on verra bien ce qu'on va faire. Les Steelers, malheureusement, ils ont l'air... putain, ils sont chauds, en fait. On avait l'air de dire, on sait pas trop, ils ont pas trop de QB machin, puis en fait, peu importe le QB qu'ils mettent, ils sont à 5-2, c'est ça, si je dis pas de bêtises, les Steelers? Ouais, ça a beaucoup fait jaser d'avoir Justin Fields qui se faisait bencher pour Russell Wilson. Rappelons-le que Russell Wilson, à un moment, considérait de venir chez les New York Giants, et je pense qu'on n'a pas dû lui faire une offre suffisamment alléchante pour qu'il se ramène chez nous. Mais il coûtait rien, il coûtait 2 millions parce qu'il était payé complètement par son ancienne équipe, non? Ouais, mais Russell Wilson, à chaque fois, il y a quelqu'un qui a dit sur Twitter, ça a trop fait marrer, qui montrait un extrait de Russell Wilson qui faisait une interview post-match et qui disait voilà à quoi ressemblerait un QB qui parle comme une intelligence artificielle. Et tu écoutes Russell Wilson et tu dis mais c'est exactement ça. Ah bon? Il a une langue de bois sportive, ce mec, c'est hallucinant. J'ai jamais entendu parler, jamais écouté. Bon, bref, je vais regarder les QB qu'on pourrait aller chercher, qui pourraient nous faire quelque chose, être utile dans notre équipe. Moi, je pense pas que... De toute façon, je pense pas que ce soit l'objectif, à mon avis. Ils sont plus orientés vers les quarterbacks rookies, à mon avis. Ils en ont un peu rien à foutre, là, mais bon. Ouais. Toujours est-il que maintenir cette équipe pseudo en vie jusqu'à la fin de la saison, ça va être un challenge si on continue sur ce niveau-là. Bref, voilà, on s'arrête là. Merci Thiergo pour ce podcast. On fera le point après ce match contre les Steelers en espérant que ce soit pas trop horrible à regarder. Et on se dit à bientôt tout le monde pour le prochain épisode. Salut!